Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année 2025 de Entre l'encre et les mots. Tout d'abord, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux en compagnie donc de Sonia Robinard. Bonsoir Sonia. Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde et tous mes voeux également. Merci à toi d'être avec nous ce soir pour recevoir donc Célia Ibanez, qui est une auteure, donc on l'a dit, de science-fiction, de young adult, de fantasy, qui va nous présenter ce soir la trilogie H+. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de ce livre? J'ai adoré. Franchement, hein. Bon, après on rigole tout le temps parce que je dis j'ai adoré, machin et tout. Mais tout le monde me connaît maintenant. Quand je n'aime pas un livre, je le dis. Quand je n'aime pas des passages, je le dis. Et là, je le dis franchement, moi qui suis pas fan de science-fiction, franchement, j'ai adoré. Eh ben, écoute, merci à toi. En tout cas, je suis impatient d'écouter ta chronique sur ce livre. Nous aurons aussi, on le verra, l'extrait de Marie, hein, qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Marie. Bonsoir à vous. Bonne année à tous. Bonne année. Meilleurs vœux à toi Marie. Merci d'être avec nous ce soir. Comment vas-tu? Tout va bien. Eh ben, écoute, en tout cas, toi, tu seras avec nous donc, pour l'extrait donc, de ce livre. Rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette partie du livre que tu nous as lu? Elle est très chouette. Elle m'a donné à faire un montage sympa qui m'a bien plu, avec un petit bémol, mais ça j'en parlerai, mais c'est plutôt rigolo, donc ça va, j'en parlerai tout à Eh, l'heure. Eh ben écoute, super, merci à toi en tout cas. Et nous avons, vous l'avez vu dans le générique, une nouvelle invitée avec nous. Nous avons Séraphine Matin qui est avec nous. Bonsoir Séraphine. Bonsoir. Bonsoir à tous Merci et très bonne année à tous. et meilleurs vœux à toi aussi. Merci d'être avec nous pour donc intégrer cette émission entre l'encre et les mots où toi tu feras donc justement cette minute de Séraphine. Peux-tu nous dire en quelques mots avant de recevoir Célia, qu'est-ce que ce sera ce nouveau rendez-vous? Ce nouveau rendez-vous consistera à aller un petit peu chercher derrière l'auteur, à aller poser peut-être des questions à la personne qui sera avec nous sur ses passions, sur sur oui, ses rêves, ses envies, ses passions, et aller gratter un petit peu et qu'elle nous les présente. Eh ben écoute, merci à toi. En tout cas, ravi de te retrouver et impatient donc de t'écouter. Donc Marie et Séraphine, vous passez en coulisses et on se retrouve donc Marie pour l'extrait tout à l'heure et Séraphine en fin d'émission. Merci à toutes les deux. Donc je remercie toutes les personnes qui sont déjà présentes, hein. Je vois qu'Isa de Marseille est là. Bonsoir Isa, merci à toi d'être là. On voit que Jean-Marc Marlier, Laurent Alain est là aussi, Madi Bertini. Donc merci à vous. Et maintenant, donc comme promis, on va recevoir donc Célia Ibanez. Bonsoir Célia. Bonsoir Alain, bonsoir Sonia et bonsoir tout le Bonsoir. monde. Merci à toi d'être avec nous donc pour parler, donc on l'a dit, de ce livre, de cette trilogie H+, aux éditions Greenlight, si j'écorche pas la maison d'édition. Oui, c'est bien ça. Voilà, mais en tout cas, je suis ravi de te retrouver en présence donc de toute la team. En tout cas, au nom de toute la team, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, en Merci, je espérant, suis très heureuse d'être ici aussi. voilà, tout ce qu'on peut te souhaiter de beau et qui s'en suive, la santé, la joie et le bonheur, et beaucoup de livres Pour surtout. la santé. Ah, oui, Voilà. Mais en tout cas, tu connais le principe de l'émission. Le but du jeu, bah, tu l'as vu, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà présentes ce soir, donc ils vont poser leurs questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais avant mhm. toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Célia Ibanez? Alors, je suis donc Célia Ibanez, autrice de science-fiction. Ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu de l'édition. Donc, j'ai commencé par une série qui s'appelait Le Cinquième Monde en auto-édition, puis H+, ma trilogie star, on va dire. Récemment, j'ai publié donc l'année dernière mon dernier roman qui s'appelle Reboot aux éditions Porte-Joie. Après, c'est difficile de se résumer juste d'un point de vue professionnel parce qu'on est bien plus de choses que le métier qu'on exerce ou le travail qu'on fait, bien sûr. Donc, je serais ravie de répondre à vos questions ce soir. C'est l'occasion de passer un petit moment ensemble et d'évoquer aussi tous les thèmes qui sont abordés dans mes romans. Que ça soit le transhumanisme, la question de l'immortalité, la réincarnation, le chemin de vie aussi. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est ici? Quel est le sens de cette existence? Ce sont des questions qui me préoccupent beaucoup et qui peut-être vous passionnent aussi.
Eh ben, en tout cas, bah, merci à toi pour cette présentation et je sais que parmi ceux qui nous regardent, ce sont des sujets qui intéressent beaucoup. D'ailleurs, on aura Séraphine, on l'a dit en fin d'émission, qui viendra un petit peu éplucher tout ce que tu fais. Donc, il faut faire très attention les auteurs maintenant parce que Séraphine, elle avec son petit crayon, son petit calepin, elle note tout ce que vous allez dire et elle vous fera vraiment le portrait en fin d'émission. Donc, Séraphine, sois attentive, hein, je la vois qui me fait signe. Comment t'es-tu lancée dans l'écriture? Je vois la première question. Alors moi, j'ai toujours écrit, depuis l'enfance, hein, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. Après, pour se lancer dans l'édition, c'est encore, autre chose. Il faut déjà arriver à finaliser un premier projet, arriver au bout d'un premier roman et ensuite, bien sûr, pouvoir trouver un éditeur et ça, c'est la partie la plus compliquée pour beaucoup d'artistes, voilà, une fois que le travail d'écriture est terminé eh bien, il faut aller trouver, démarcher, un éditeur. Donc ça a été quand même, un parcours du combattant, hein, quand j'ai commencé puisque j'ai démarré en auto-édition comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui veut dire que j'ai tout fait de A à Z au départ, que ça soit passer par un imprimeur, que ça soit la vente directe dans les marchés, les salons du livre, les foires, toutes les manifestations, de ma région, auxquelles j'ai pu participer pour, rencontrer mon public et aussi un travail énorme que j'ai dû faire, hein, sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est un outil formidable, les réseaux sociaux, mais il faut arriver à maîtriser ça aussi, ces médias pour pouvoir, communiquer autour de ces livres et ça, c'est pas évident parce que finalement, quand on aime écrire, je pense que beaucoup d'auteurs seront d'accord avec moi pour dire que c'est quand même une activité très intime, on a besoin de calme, de silence, pour la plupart, d'entre nous, on aime quand même, être dans notre petite bulle et finalement ce travail d'aller vers le public, c'est tout le contraire donc il faut forcer un petit peu sa nature. Donc ça a été un long chemin, pour enfin trouver un éditeur qui m'accorde sa confiance et qui me propose, donc les éditions Porte-Joie de collaborer d'abord autour une anthologie interactive qui s'appelait, Revenir de l'avenir. Ma nouvelle qui s'appelle La Flamboyante a gagné le prix des lecteurs, alors je sais plus quelle année, 2022 ou oui c'est ça, 2022 je crois. Ce qui m'a permis ensuite de travailler, sur le roman Reboot en collaboration avec, les artistes qui avaient gagné dans leur catégorie, à savoir, Orion, qui est le musicien qui a gagné dans la catégorie, musique, de l'anthologie et Anthony Rubier qui a, fait toutes les illustrations, de Reboot et qui avait gagné aussi dans sa catégorie, illustration. Donc voilà, après, c'est la partie, écriture, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, on va dire ce que le public voit et s'imagine, c'est que nous sommes toute la journée en train d'écrire et en fait, ça correspond pas forcément à la réalité parce que comme je vous dis, il faut être énormément présent sur le terrain et c'est ce que j'essaie de faire tout au long de l'année. Donc mon année 2024 a été très chargée et Eh oui. j'espère que l'année 2025 le sera tout autant. Eh ben écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. Et puis on l'a vu effectivement hein, tout à l'heure, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram, on en a aussi fait Twitter, on a aussi TikTok, tu as une page YouTube, et on le disait aussi, tu as une page internet hein, où on peut retrouver l'ensemble de tes informations, l'ensemble de tes dates de dédicace, l'ensemble de ton univers sur www.Celia Ibanez. Oui. Tu le disais tout à l'heure, donc que tu vas nous présenter tout à l'heure ce livre Reboot aux éditions Porte la Joie. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est un roman qui explore avec la viralité et la résistance de l'âme face aux artifices démoniaques. Mais justement, il y a une question intéressante de Laurent qui nous dit quelles sont vos inspirations en termes de science-fiction? Alors, je m'intéresse beaucoup à, la littérature de science-fiction, anglo-saxonne, moderne, actuelle. Je cite souvent des autrices comme Véronique Harrott, Divergente ou Suzanne Collins, de Hunger Games. Mais évidemment, j'ai construit, toute ma, tout mon imaginaire sur, les auteurs classiques que j'ai découverts pendant toute mon adolescence et un petit peu plus tard après. Donc évidemment, quand on pense science-fiction, on pense, Bradbury, on pense Asimov, on pense aussi Stephen King, même s'il est à cheval quand même sur le fantastique. Il y a aussi des auteurs comme, Van Vogt, voilà, qui m'ont beaucoup influencée dans ma démarche.
Après, j'ai eu, beaucoup d'admiration pour, Bernard Werber, que j'ai découvert avec, les Thanatonautes. Bon, les fourmis, j'ai pas spécialement aimé, mais les Thanatonautes qui m'ont profondément marquée. Donc ce voyage de l'âme, après la mort et les différentes étapes, supposées après la mort, et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, c'est à la fois de faire, voyager, rêver le lecteur à travers, des histoires, divertissantes, mais aussi d'éveiller la jeunesse à ces sujets qui me qui m'intéressent énormément et qui pour moi sont cruciaux. C'est-à-dire quelle est notre place dans l'univers? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on a une mission de vie? Est-ce qu'on est simplement là pour, naître, vivre et mourir et juste passer? Ou est-ce qu'on a quelque chose à faire de plus grand qui nous dépasse? Donc cette transcendance, cette quête de la transcendance, elle a beaucoup marqué mon travail. D'ailleurs, ben, la trilogie H+, vous avez le tome 3 qui s'appelle Transcendance, mais tout tourne autour de ça et je me rends compte que ce sont des sujets, prégnants dans mon travail. D'accord, merci à toi. Donc, je m'excuse, hein, on a posé la question Mmh. donc de Laurent, mais c'est la question de Jean-Marc. Donc, Laurent avait posé la question de qu'est-ce qui t'attire dans la science-fiction? Donc, tu as partiellement répondu. Et on l'a vu, il y a Jean-Marc qui lui a rajouté quelles sont tes inspirations en termes de science-fiction. Donc, désolé pour ce petit couac. Donc, tu l'as dit, tu as écrit une trilogie, H+. Hop, je vais juste enlever la question. Donc, H+, qui est ici. Voilà. Où tu dis derrière, effectivement, et vous, jusqu'où iriez-vous pour réaliser vos rêves? Est-ce que tu peux nous présenter justement cette trilogie avant d'avoir la chronique de Sonia dans quelques instants? Oui, alors, dans la trilogie H+, on suit les aventures de Vénus, qui est une anti-héroïne, aussi sexy que, énervante, puisqu'elle va toujours faire des choix qui risquent de choquer le lecteur, parce qu'elle ne va jamais là où on l'attend. C'est une jeune fille qui est née pauvre, sous terre, dans le boyau, donc une cité souterraine qui ressemble, énormément à la cité de Derinkoyu en Turquie, dont je me suis inspirée pour la trame de l'histoire. Et elle veut quitter cette pauvreté, elle veut s'en sortir, elle veut être quelqu'un. Et pour ça, elle va s'inscrire à un concours, donc illégalement, puisque les gens, les sous-citoyens comme elle, n'ont pas accès à ce type de concours intergalactique. Et donc, sous cette fausse identité, elle va se présenter et elle va remporter le concours. Et donc, sur des milliers de candidats, ben, c'est elle et pas une autre, pas un autre, qui est choisie pour aller à la surface, quitter le boyau puant dans lequel elle a passé toute son enfance et enfin réaliser son rêve de devenir une H+. Et donc H+, c'est une humaine augmentée, une humaine améliorée. Donc elle rêve de toutes ces opérations chirurgicales qui vont la transformer physiquement, mais aussi, moralement, puisque, finalement changer physiquement va avoir aussi, probablement un impact sur sa psyché. Donc est-ce qu'elle va aller au bout des transformations? Pas forcément, puisqu'elle va faire des rencontres qui vont peut-être la faire dévier de son objectif initial, notamment le beau et sexy Harry Domlunel, qui est un présentateur JT, super connu, dans toutes les galaxies et qui, à ses heures, est militant anti-technologie. Et il y a aussi, enfin son cœur balance, aussi entre lui et son amour d'enfance, son amour de jeunesse, le beau Nico qui lui a plutôt son âge puisque Harry est un petit peu plus âgé qu'elle et qui vient du même milieu qu'elle. Mais bon, l'amour, c'est pas forcément l'affaire de sa vie. Elle, ce qu'elle veut, c'est réussir et donc finalement, est-ce que ces 2 hommes qui sont sur son chemin ne sont pas des obstacles à ses projets? Eh bien bon, c'est en lisant l'histoire que vous le saurez. Eh bien, bien sûr, on le rappelle, hein, donc H+, donc Transmutation, hein, qui est le tome 1. D'ailleurs, les couvertures, hein, on l'a vu, elles sont magnifiques, hein. Bon, celle avec la libellule, elle est magnifique, avec la couleur mauve. Celle-là, j'adore, mais enfin, moi, les araignées, vous savez, c'est pas trop mon dada. Mais en tout cas, et on l'a vu, le tome 3 également, Transcendance, avec ce scarabée, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de ces couvertures, de comment tu les as faites? Alors déjà, je te remercie, beaucoup pour le compliment. Ça me touche beaucoup parce Bah, que ces couvertures, sont vraiment, à l'image de ce que j'ai voulu. Donc, j'avais ce concept en tête des insectes qui ont bien sûr une dimension symbolique. Il y a une dimension, matérielle parce que dans H+, ça se rapporte à des choses bien précises dans l'histoire, mais il y a aussi toute la dimension symbolique de l'insecte et aussi au niveau des couleurs, j'avais envie de quelque chose de très vivant, de très flashy, de très coloré. Et d'ailleurs, je sais qu'à l'époque, on m'a dit: «Mais tu folle,
folle, ça c'est trop, ça pique les yeux et je sais que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est à l'image aussi de l'histoire qui est, très vivante, très colorée avec un décor, type, Avatar, avec beaucoup d'animaux, beaucoup d'insectes, beaucoup de végétaux, bien que tout soit, génétiquement modifié. Donc les dessins ont été faits par, Pierre Taranzano, qui est dessinateur BD chez Glénat, qui a travaillé notamment sur la saga l'Iliade, Gilgamesh, enfin il s'est penché sur tout ce qui est mythologie grecque et mythologie sumérienne, mais lui côté, dessin. Et l'infographie a été réalisée par un infographiste qui s'appelle Rémi Franco. Donc on a travaillé en collaboration sur ces 3 couvertures et franchement j'en suis très fière. Ça reflète bien tout l'univers de H+, je trouve. Bien que Et c'est ben, vrai en que tout cette cas, migale, elle ne manque pas de susciter des réactions. je confirme, je confirme. Moi, j'adore, tu vois, tu le vois derrière moi, avoir les livres dans ma bibliothèque. L'Amigale, je pense pas que je la mettrai comme ça en Ah ouais. avant, hein. Je l'aurai, c'est sûr, mais pas en avant. En tout cas, merci à toi. Et justement, une question très intéressante de Sandrine qui nous demande quelle est la symbolique des insectes. Ah! Alors déjà dans H+, bon la libellule, dans Transmutation, je peux vous le dire sans vous spoiler puisqu'on le découvre très rapidement. Les gens de la capitale, qui est une capitale qui ressemble beaucoup au Capitole de Hunger Games, donc avec tout ce qu'elle comporte de débauche et de folie, les gens ont tous des bijoux qui sont vivants. Ce sont des bijoux mutants vivants, des BMV, donc ils se promènent comme ça avec des boucles d'oreilles qui sont des papillons, des libellules ou des petits insectes comme ça qui ont été modifiés génétiquement pour servir de parement et qui restent en place toute la journée avant de mourir. Donc là, ça c'est pour la libellule par exemple. Bien sûr après il y a toute la dimension, spirituelle de la libellule qui est un symbole, fort, hein, d'immortalité, de spiritualité, de sagesse. Lors d'un voyage à Bali, j'ai découvert que la libellule était célébrée là-bas aussi, justement par rapport à sa dimension symbolique, reliée, à l'éveil spirituel. Après dans le tome 2, donc on a la mygale qui grandit par mues successives, donc qui change de peau comme l'héroïne qui pourrait bien se transformer, et aller au bout de toutes les modifications corporelles dont elle a tant rêvé. Et dans le tome 3, évidemment, le scarabée, c'est toujours aussi la transcendance, l'immortalité, c'est Khépri chez les Égyptiens, c'est un symbole fort aussi, le scarabée. Mais vous avez aussi le cercle alchimique derrière, en filigrane, et voilà, on retrouve en fait ça également dans Reboot, puisque dans Reboot, sur la couverture de Reboot, n'en a pas forcément l'air, mais il y a aussi, des formes géométriques particulières. Moi, je m'intéresse beaucoup à la géométrie sacrée et j'ai, voulu aussi, insuffler ça dans les couvertures et dans mon travail. Et ben, en tout cas, effectivement, je rejoins les commentaires dont Laurent qui nous dit j'adore les couleurs. En tout cas, effectivement, on Non, c'est confirme, gentil, c'est merci. très Mmh mh. coloré. En tout cas, merci Mmh. beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose aussi sur les couvertures, toi, que je sais que tu adores ça? Oui, moi j'adore, c'est vrai qu'elles sont très, très belles. Il y en a qui disent qu'ils sont trop flashy, mais moi j'adore. En fait, c'est tape à l'œil, on les voit direct et du coup, on est attiré pour aller les voir. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien comme ça. Et justement, ça les sort des autres, en fait. On les repère de loin et je trouve ça super. Bon, c'est vrai que d'un point de vue marketing, en salon, il y a tellement de publications chaque année que c'est compliqué aussi de pouvoir de se démarquer, en fait, de ce que font nos confrères ou nos consoeurs dans ce milieu-là. Donc, après, on reste aussi dans les codes du young adulte, qui sont souvent des couvertures très vivantes et très colorées. Donc ça, voilà, on reste dans cet esprit-là, young new adult. Eh ben, merci en tout cas. Moi, ce que je vous propose à ce moment-là, vu qu'on est sur cette trilogie de H+, bah, c'est d'écouter la chronique de Sonia. Tu es d'accord, Sonia? Bah oui, Allez, premier jingle de l'année 2025 pour Sonia Robinard. Ou Sonia voilà, tout court. Sonia tout court. Je vois juste qu'il y a des gens qui nous rejoignent, hein, donc on parle de ce livre H+, Transmutation aux éditions Greenlight. C'est comme ça qu'on dit bien, hein.
Exactement. Par contre, tout à l'heure, tu as dit les éditions Porte la Joie. C'était un beau lapsus, mais c'est Porte-Joie, hein. Porte-joie. Et c'est son Avec vrai nom. plaisir. Porte-joie, monsieur Porte-joie. Bon, Voilà. c'était son anniversaire, je crois, il y a quelques jours. On Ouais. le salue s'il est avec nous ce soir. Mais c'est Porte la Joie, c'est une petite dédicace pour Oui. Sonia Robinard. Voilà, elle porte la joie quand elle va faire ses chroniques. Allez, Sonia, nous t'écoutons. Vénus est une jeune femme qui rêve d'un avenir meilleur, un avenir qui pourra la sortir de sa banlieue défavorisée. Pour y parvenir, elle a participé à un grand concours national et elle est l'heureuse gagnante de celui-ci. Qu'a-t-elle gagné, me demanderez-vous? Elle a juste gagné le droit de devenir une humaine de 8e génération. Hein? Kezako? Être humaine de 8e génération signifie dans ce roman devenir quasiment bionique. On peut même dire totalement robotisé. Membre bionique, rétine ne souffrant plus du soleil, être connecté à une base d'ordinateur directement par la pensée, recevoir des ondes de bien-être, d'anti-stress, pouvoir changer de coiffure au gré de son envie 15 fois par jour si vous le voulez. Bref, une vie de rêve. Vie de rêve, c'est vite dit, car être suivi, surveillé dans ses moindres gestes et paroles, pour moi, ce n'est pas une vie parfaite. En attendant, Vénus, elle, est sur son petit nuage quand elle rejoint la ville de Solon avec son meilleur ami. À peine arrivée, elle va vivre des moments étranges et dangereux. Un groupe de rébellion, des anti-humains améliorés, vont l'approcher de très très près. Entre mensonges, trahison et coups bas, Vénus va-t-elle aller jusqu'au bout de sa transformation physique totale? En tout cas, certains et certaines vont tout faire pour l'en empêcher. Pour cela, ils vont lui faire voir le côté le plus sombre, le plus atroce de l'organisation du futur. Avec ce roman, Célia nous montre deux réalités. D'un côté le cauchemar et de l'autre le rêve. Mais sont-ils vraiment deux mondes séparés? J'en suis pas absolument sûre. J'ai été surprise par certains passages, car je ne m'y attendais pas du tout. Les descriptions sont si réalistes que j'en avais la chair de poule. Comment peut-on un seul instant imaginer qu'un jour peut-être nous en arriverons là? Maintenant que vous me connaissez bien, voire très bien pour certains, vous savez que la science-fiction n'est pas mon genre littéraire préféré. Eh bien là, je dois vous avouer que dès les premières pages, Célia a réussi à m'embarquer dans son monde. Je ne dis pas cela parce qu'elle est présente parmi nous. Vous savez comment je fonctionne. Pour info, j'ai à peine fini ce livre que je lui ai demandé la suite. Et oui, comme quoi de belles découvertes se font dans notre émission. Pour finir, mais cela reste entre nous, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de Célia, mais chut, je ne dis ça, je dis rien. Merci à toi, Sonia, pour cette chronique de Merci. H+. Célia, qu'est-ce que tu voudrais dire à Sonia? Eh ben, ça me touche beaucoup cette chronique. Déjà, je suis très, très heureuse que tu aies apprécié la lecture, surtout en n'étant pas forcément férue de science-fiction. C'est Et ça. c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire au public que oui, c'est vrai, c'est de la science-fiction, mais c'est pas de la hard SF, donc la lecture reste, il me semble, assez aisée. On est dans un style assez moderne, donc plutôt frais et ça peut justement, permettre à des personnes qui sont à la base un petit peu réfractaires à ce genre, de justement s'y intéresser. Oui, et c'est même ce que j'ai trouvé en fait, qu'il y avait presque un côté thriller en même temps dedans. Donc moi qui suis fan de thriller, c'est vrai Mmh. qu'il y a certains passages, on se dit: «Oh là là, quand même, ça y Oui, va alors pas, hein». j'avais adoré la série, c'est une vieille série, hein, 24 heures chrono où, on avait, en fait, chaque épisode qui se déroulait en 1 heure et il y avait 24 épisodes et il y avait tout le temps quelque chose qui se passait, la les des rebondissements, qui s'enchaînaient, en permanence Mmh. et c'est vrai que c'est aussi ce que je recherche dans la lecture. J'aime, quand je lis un roman, surtout un roman d'action, de science-fiction ou, de fantasy ou autre, Mmh. vraiment qu'on soit tout de suite plongé dans l'histoire. J'aime les descriptions, mais je préfère quand même, des romans qui m'immergent immédiatement dans des scènes, à rebondissements. Donc c'est ce que j'ai cherché à faire, dans H+, c'est-à-dire à faire en sorte que le lecteur ait envie de tourner les pages et surtout Ah, ne passe, une nuit blanche, une nuit agitée en lisant c'est ça. en tournant les pages. Sans spolier, je veux dire que le moment de la remise de médaille, elle est c'est du haut niveau. Ah oui, mais disons que Vénus, c'est un peu c'est pas que c'est pas que c'est une méchante ou une traîtresse, mais on peut comprendre aussi sa position. Parce Voilà. que
Elle veut s'en sortir, elle veut quitter la pauvreté, elle veut donner un sens à sa vie et elle veut pas forcément faire du mal aux gens qu'elle aime, mais par la force des choses, elle va Ouais, devoir, c'est prendre ça. des décisions assez terribles et dans le tome Oui. 3, elle va en payer le prix malheureusement. Le tome 3. Donc, tu le dis, c'est au niveau de la transcendance. Voilà, Et encore une Oui. fois, Flo, très pour les belle. petits insectes et tout, je te vois bien avec une petite broche frelon et tout ça, comme dans le livre. Voilà. Ici? Moi, je me vois pas avec Mhm. les bouts d'oreilles, avec les petites bestioles qui Bon, bougent, mais tant, non, tant, voilà, tant que j'ai pas Avec l'amigale les ici. araignées des sénateurs aussi peut-être? c'est Et ça, oui, parce que voilà. dans ce monde-là, les sénateurs se promènent tous avec des araignées sur la tête, hein. Ugh. Ils sont très effrayants et le président Atlas, le méchant président Atlas qui se promène lui avec un scorpion. Eh Ouais. bien. Ah. Eh ben justement, il y a Sandrine qui nous dit, voilà, ça change des couvertures mornes qui donnent envie de se pendre. Bon, ben voilà. Alors oui, Ouais. mais j'aime bien le commentaire de Sandrine, merci. Mais c'est aussi, dans H+, il y a beaucoup d'humour. En tout cas, j'ai essayé de transmettre cette vitalité et cet humour qui manquait souvent aux dystopies. Je trouve les dystopies que j'ai lues américaines qui sont super, je me régale, j'adore ça. Par exemple, récemment, j'ai lu Kayla Stone, au bout des, comment ça s'appelle? Au bord de la folie, au bord des ténèbres, et cetera. C'est toute une saga qui est super, post-apo. Le problème, c'est et je trouve ça manque cruellement à ces livres, c'est l'humour. Parce Mhm. que, ce sont déjà des sujets tellement graves, tellement sérieux, tellement plombants et là, quand on parle de dystopie, c'est quand même, sombre, hein, la dystopie. Bah, ici, dans H+, il y a quand même ce côté un peu, péchu et rigolo et parfois on se dit: «Ah, elle va pas faire ça. Ah si, elle va le faire» et puis il y a aussi une part qui est donnée, à l'érotisme parce qu'il y en a un petit peu dans H+. Alors ça reste assez soft dans le tome 1, ça part un petit peu plus, en cacahuète, au fil de la trilogie, mais j'aimais bien que ce personnage, il soit charnel et puis elle s'appelle Vénus aussi. Vénus, c'est la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, donc forcément, il fallait que ça s'exprime aussi dans le roman. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, hein. Donc, il y a Isa de Mars qui nous dit ça promet une belle lecture et moi, le scarabée me plaît. Ah, Voilà, c'est dans cette gentil. couverture, la bleue, hein, on rappelle le tome 3. Merci Isa de Mars d'être avec nous ce soir, ça fait plaisir. Jean-Marc Merlier qui nous dit excellente chronique Sonia. Donc voilà, Sonia, merci à toi. Donc on rappelle, Sonia, que toutes tes chroniques, on peut les retrouver sur tes réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram. Voilà, avec Insta, le lien de TikTok, l'émission. voilà, tout ça. Exactement. Merci à toi. On rappelle aussi que dans quelques instants, on aura l'extrait de Marie. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit? Non, bah, du coup, j'ai hâte de dire le 2. Alors dans le 2, on apprend un petit peu plus sur l'enfance de Vénus. Mmh mh. On va découvrir des Mhm. secrets Mais des c'est vrai que secrets quand j'ai terribles. fini le 1, je fais: «Ah mais non, mais ça peut pas se terminer comme ça? On voit la suite?» Ah Donc oui, non, voilà. mais rappelle-nous combien de livres tu lis par semaine, Sonia? Entre 3 et 4, ça dépend. Eh Ah oui, oui, ça fait beaucoup. ça fait Voilà, beaucoup. ça Mais fait quand on aime, beaucoup. on compte pas. Bah oui. Exactement. Allez, ce que je vous propose effectivement, bah, c'est donc dans quelques secondes, on va accueillir Marie Méran, hein, donc la comédienne de cette émission, donc pour l'extrait donc de ce livre H+ Transmutation. Allez, on lance le jingle et on reçoit Marie. Qui est? Faut que je me remette dedans, hein, c'est le premier live de l'année. Il est où? Il est là. L'extrait de Marie Méran. Bonsoir. Bonne année, il voulait dire bonne année à l'équipe. Voilà, donc Marie, donc tu vas nous faire la chronique donc de ce tome 1, H+, Transmutation. Rapidement, juste 2 secondes, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'extrait? Rappelle-moi, pour ceux qui nous rejoignent. Bah, l'extrait, effectivement, ça donne bien envie de continuer la lecture, puisque moi-même, j'enregistre en fait à chaque fois 2 extraits pour être sûr d'avoir ce qu'il faut comme matière pour monter. Et là, j'ai enregistré 2 extraits. Et le deuxième a duré plus de 10 minutes parce que je n'avais pas envie de m'arrêter de faire l'histoire. Donc, ça donne vraiment envie de continuer. Eh ben, en tout cas, comme dit Christelle qui est avec nous ce soir, qui dit super Marie. Bonsoir Christelle. Alors, on écoute l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Célia Ibanez, H+, tome 1, Transmutation, aux éditions Greenlight.
Chapitre 1. C'est ici que tout commence. L'amputation ne me fait pas rêver, mais Sibylle dit qu'un bras artificiel est obligatoire pour accéder aux entretiens d'embauche chez EBE Company. Je sais que mes parents y sont farouchement opposés, mais finalement, qu'ont-ils fait de leur vie? C'est tout juste s'ils arrivent à boucler les fins de mois et ils habitent le secteur 12 de Sorghem, le plus pourri de la région, depuis près de 40 ans. Rachel a pondu 5 enfants, à moitié débiles, et papa pense au suicide tous les soirs. Sont-ils vraiment bien placés pour juger de mon avenir? Pendant que je regarde le dépliant du concours et la lettre signée de la main du président Atlas, le chien vomit ses pilules nutritives pour la 3e fois. Sur le vieux canapé troué, ma demi-sœur numéro 3, Rose Iliane, ricane dans son coin avant de me lancer. « Hé, Vénus, Nico Plangel est devant la porte, je te signale. »« Ah putain, il en avance. Vous allez où ?»« Acheter des trucs. » Rose Iliane lève un sourcil et rétorque d'un ton plat. « Tu mens. » Elle s'approche de moi. Je vois tout de trop près. Ses poings noirs, ses dents en avant, ses cheveux bruns filasses. Elle en veut à la terre entière. Au lieu de me chercher des noises, elle ferait mieux de faire un procès à ses géniteurs. Message à tous les procréateurs inconscients, quand on a des chromosomes défectueux, vaut mieux s'abstenir de faire des enfants. Je fourre le dépliant dans ma poche, attrape mon sac à dos. Quand je franchis la porte, j'entends la voix rauque de Rose Iliane qui me rappelle à l'ordre. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ce mec ?»« Mêle-toi de tes oignons. » Je marmonne. Je ne peux quand même pas lui dire que j'ai gagné le concours annuel Cyberscribe et que, par conséquent, je pourrais enfin réaliser mon rêve, devenir un humain amélioré d'ici 72 heures. Je crois qu'elle m'empêcherait par tous les moyens d'aller au centre de chirurgie. Je claque la porte derrière moi et retrouve Nico, qui patiente en fumant de la Xangis. Cette herbe aux propriétés relaxantes coûte la peau des fesses. Depuis que notre fournisseur a passé l'arme à gauche, il est devenu très difficile de s'en procurer. Il me fait tirer une latte et demande distraitement. « Ça va ? Ça va ? Tu as le flouteur ?» Il confirme d'un hochement de tête et me montre le petit serpent vert qui se tortille dans sa poche. Le flouteur. Sans cet appareil organique bricolé par Calixto, un vieux bossu et accessoirement génie de l'informatique qui vit dans la section numéro 42, il me serait impossible de quitter Sorghem. Notre plan se déroule, pour l'instant, normalement. H+, Transmutation aux éditions Greenlight par Marie Méran. Merci à toi, Marie. Célia, qu'est-ce que ça te Merci fait Marie. d'entendre? Ça me fait vraiment drôle parce que, bon, déjà, c'est une partie de la trilogie que j'ai écrite au tout début. Donc, pour moi, ça me renvoie à une période, à une époque, à tout ce que je vivais à cette époque et tout mon état d'esprit de cette époque. Et voilà, donc ça me touche énormément. Après, c'est vrai que ça a été adapté aussi en livre audio par Emmanuel Lemay, donc c'est disponible sur Audible. Donc j'avais déjà écouté le début de la version audio de Transmutation, mais là, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de la vie en fait à ce qui est écrit. Donc ça, d'avoir une voix posée dessus, et puis c'est la façon de le lire aussi, ça me touche, ouais. Merci Bah, Marie. ça donnait envie, on avait envie d'avoir la suite, hein, Marie. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait-là? Comment tu as choisi cette musique? Parce que la musique aussi, elle nous met tout de suite dans l'ambiance du livre. Oui, alors du coup, la musique, c'est comme j'avais déjà expliqué lors de la foire aux questions là, avant les vacances là, qu'on avait fait. C'est Kevin MacLeod, qui est un compositeur très très prolifique parce qu'il a composé énormément de chansons de films. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir son site, il faut écrire Kevin MacLeod. Et puis, c'est un nom un petit peu incompréhensible à son site, Icomtech, quelque chose comme ça. Et en fait, dessus, il y a des musiques gratuites. Il met à disposition pour tout le monde. Et quand on les écoute et qu'on cherche un petit peu à l'intérieur, déjà, on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui les utilisent et aussi des grands films de cinéma. Donc, c'est assez rigolo en disant, tiens, on ne savait pas que c'était lui qui avait fait cette musique. Et vraiment, c'est très sympa. Il met à disposition pour que la musique soit disponible à tout le monde.
Et du coup, dans son site, on peut effectivement choisir les ambiances, on peut choisir les rythmes, on peut choisir les instruments, on peut choisir beaucoup de choses. On va nous noter effectivement des filtres et puis il va nous proposer après des musiques qu'on écoute les unes après les autres. Et une fois que moi j'ai lu l'extrait du roman, je vais sur ce site, j'écoute effectivement les musiques. Alors là, j'ai dû marquer en filtre, j'ai marqué suspense, j'ai marqué, je sais plus, onirique, enfin voilà, quelques mots qui me parlaient par rapport, enfin qui étaient proposés, qui me parlaient par rapport au livre, et puis il m'a proposé 4 ou 5 chansons. Après, on peut évidemment faire plus de filtres ou moins de filtres pour avoir plus ou moins de choix. Mais en tout cas, sur les chansons que j'ai écoutées, à un moment, il y en a une qui fait tilt. Et je me disais, ouais, c'est celle-là. Et effectivement, quand je l'ai posée, chose rigolote, elle faisait exactement le temps que j'avais enregistré. Voilà, j'avais enregistré 3 minutes, elle faisait 3 minutes. Alors, j'ai dit, bah voilà, c'est celle-là. C'est celle qu'il fallait. Et parfois, vraiment, c'est assez rigolo, c'est assez miraculeux parfois. Il y a vraiment des moments dans la musique, moi je l'écoute un tout petit peu, puis je sais rapidement si c'est celle qui convient ou pas, celle qui me parle ou pas. Et parfois, il y a des instants, alors j'écoute pas en entier, puis quand je la pose, des fois, il y a des moments où des petits instruments qui arrivent au bon moment, au bon silence. Enfin, c'est assez magique dans ces moments-là. Donc, voilà, cette musique, elle s'est imposée quand j'en ai écouté 3-4, et dans ces 3-4, vraiment, celle-là a été, je la trouvais très juste, en tout cas. Je trouve que tu as bien restitué l'ambiance du début de H+ Transmutation. Merci beaucoup en tout cas. Et Et justement, petite anecdote rigolote, pareil dans la provocation qu'on avait eue, on avait testé des fois les audios qui pouvaient être pas forcément faciles à faire. Celui-là, il a fallu encore effectivement une fois, que c'est la deuxième fois que ça m'arrive, de devoir choisir les bruits de vomi. ah oui. Oui, Vomi, le chien. j'ai pas forcément trouvé des vomis de chien, mais bon, j'ai essayé de trouver un son qui pouvait faire pareil. Voilà, c'est compliqué à chaque fois hein, quand même, de les écouter. Mais En tout voilà. cas, merci à toi en tout cas. Il y a Sandrine qui nous dit en gros, ça semble être aussi une critique de l'époque, perdre des morceaux de soi, corps ou âme, pour atteindre un objectif. Voilà, merci Sandrine. Oui, c'est une critique. Bon, de toute façon, je pense que dans la science-fiction, quand on écrit des dystopies, c'est toujours une critique, une réflexion sur ce qu'on vit en fait à notre époque. Et c'est vrai que j'ai cherché à véhiculer ce message-là, de faire réfléchir le lecteur sur ce que nous vivons aujourd'hui à notre époque et surtout d'éveiller la jeunesse et qu'elle se pose des questions pour savoir qu'est-ce qu'un être humain, à quel moment on arrête d'être un humain, qu'est-ce qu'un humain augmenté? Est-ce qu'un humain augmenté, c'est quelqu'un qui va se transformer à coup d'injection et d'opération? Ou est-ce qu'un humain augmenté, c'est quelqu'un qui a réussi à s'augmenter par le biais d'une réflexion sur ce qu'il est, une réflexion sur son chemin de vie, une réflexion sur la spiritualité. Donc, il y a augmenter et augmenter. Est-ce qu'on augmente vraiment un humain par la science ou est-ce qu'on ne peut s'augmenter que par l'amour et par l'ouverture du cœur et par la conscience, en ouvrant sa conscience à quelque chose qui est supérieur à nous. Ouais. Et justement, il y a Christelle qui rajoute, Christelle Hiver, génial, j'ai bien envie de lire ces livres, merci. Justement, Sonia, qu'est-ce que tu as envie, toi, de rajouter par rapport à l'extrait que tu viens d'entendre? Est-ce que toi aussi, tu t'es remémoré cet extrait? Carrément, à chaque fois que j'écoute Marie, de toute façon, je me replonge dans le livre direct, que ce soit en début, en milieu. Et là, je revois les images, en fait, parce que quand tu lis le livre, il y a tellement, les descriptions sont tellement bien faites que tu vois les images, en fait. Et du coup, en écoutant Marie en plus, donc on a le texte qui nous revient en esprit, et là, on a tous les bruits, et on a tout ce qu'on a imaginé, en fait, on a l'impression de le revivre encore. Et du coup, quelquefois, ça fait peur, quelquefois. Merci à toi. Il y a une question intéressante. Merci Marie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, en tout cas, chouette roman, vraiment. Merci. Eh ben, merci à toi. Il y a juste une question de Jean-Marc Mollier pour toi, Célia, qui nous dit quel est ton rapport au transhumanisme? Le considères-tu plutôt dystopique ou utopique? Ah, c'est une bonne question. Alors, est-ce que le transhumanisme est plutôt dystopique ou utopique? Non, je pense pas que ça soit une utopie. Je pense que c'est quelque chose
déjà utopique, c'est quelque chose qui est irréalisable et pourtant là, on voit bien qu'on est en train d'y aller et que c'est en train de se produire, on est l'histoire en marche là. On voit que les progrès de la science sont extraordinaires ces 50 dernières années. On voit que les ajouts, les améliorations dont j'ai parlé dans H+, sont pas de l'ordre du fantasme ou de l'imaginaire, elles existent. Tout ce qui permet d'aider des personnes en situation de handicap, les exosquelettes qu'utilise l'armée, tout ça, on voit que ce sont des technologies qui sont en train de se développer à des vitesses phénoménales. On voit justement ChatGPT, tout ça, c'est en train d'exploser. Donc ça existe, c'est réel, c'est concret, ça va de plus en plus vite et c'est en train de se mettre en place. Donc c'est ni dystopique, enfin c'est pas forcément dystopique ou utopique, c'est une réalité. Mais à ce moment-là, c'est pas forcément une réalité négative. Je pense que ça dépendra de ce que nous en ferons. Je ne suis pas comment dire un détracteur du transhumanisme. Je ne supporte pas le transhumanisme non plus. Je suis pas le chantre du transhumanisme dans mes romans. Simplement, je dis voilà ce qui peut arriver si on ne maîtrise pas les technologies. Et c'est, je pense, le message qu'ont essayé de faire passer la plupart des auteurs de science-fiction. Mais pour moi, la science, c'est pas le diable. Le transhumanisme, c'est pas forcément le diable, à condition de maîtriser tout ça et de proposer tous ces outils au service de l'humain. Et ça dépendra de ce que nous en ferons. Donc, ça ne sera pas forcément dystopique. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci Mmh. à toi. Je te rassure, Sonia, c'est bon, tu es toujours là. Réparer me semble justifié, augmenter est un terrain glissant, nous dit Sandrine. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire, Sandrine, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, on rappelle pour les personnes qui nous rejoignent que tu es avec nous ce soir pour nous présenter donc cette trilogie H+ aux éditions Greenlight. Donc on le voit effectivement à l'écran avec le tome 1 Transmutation, le tome 2 Transformation avec cette jolie mégale, on le rappelle. Et le tome 3, Transcendance, avec le scarabée qui fait l'unanimité, on le voit dans les commentaires. Et dans quelques instants, tu nous présenteras aussi cet autre livre, Reboot aux éditions Mmh. Porte-Joie, qui Mmh. est un autre aussi univers de la science-fiction. J'ai vu tout à l'heure la question passer, mais je la retrouve pas, je vais essayer de la retrouver. Est-ce que tu te verrais écrire dans un autre registre que la science-fiction, le young adulte, Célia? J'y ai pensé, j'y ai pensé. Oui, le problème, c'est que je pense qu'il y a toujours un élément un peu, pas forcément fantastique, mais un élément qui va faire que mon histoire, ne va pas se contenter d'être, ordinaire. Il y a toujours un élément extraordinaire, soit de la magie, soit, quelque chose, d'un peu futuriste qui vient colorer mon récit. Donc je me rends compte que finalement, je vais peut-être rester dans cette voie-là, mais qui sait, moi je suis encore, une jeune autrice malgré tout, j'ai 42 ans, donc je sais pas dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être que je me tournerai vers, d'autres genres littéraires. J'aime beaucoup le fantastique, mais même, construire un thriller sans éléments magiques ni quoi que ce soit, ça peut être, un projet aussi. Les histoires d'amour, pourquoi pas? La romance, ça marche bien en ce moment. Le lecteur est friand de tout ce qui est romantaisie, romance, mais si j'écris de la romance, ça sera pas de la romance, comme on dit, Du feel cucul good. à praline. Oui, ça sera de la À l'eau romance, de rose, à l'eau bien de rose bien comme on disait dans le temps. ouais, ça sera pimenté. Mais oui, je sais pas, on verra. En fait, c'est pas moi qui décide, en fait, ce sont les histoires qui viennent à moi et quand tout à l'heure Marie a lu l'extrait, je me suis rendu compte que, et c'est vrai, ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire, je l'ai pas choisi, il s'est imposé à moi. J'ai eu envie les premiers mots sont venus, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est quelque chose qui est sorti de moi. Si c'est sorti de moi, c'est sorti de mon inconscient, mais j'ai l'impression d'avoir capté quelque chose qui me dépasse, en fait, et je me dis, on verra bien demain les projets qui viendront à moi. Mais je pense que oui, il y a des choses qu'on choisit, mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression d'être, une sorte de enfin téléguidée par quelque chose, voilà, qui me dépasse. Eh ben, en tout cas, on En a vu fait, le bandeau circuler. Célia, elle a une puce aussi dans son petit cerveau qu'elle Ah lui a oui, été implantée aussi, voilà. Voilà, c'est pour ça, en fait. probablement, probablement.
Mais oui, parce qu'on parle d'inspiration. Mais inspirer, ça veut dire quoi, inspirer? On a pris quelque chose qui est extérieur à nous et on l'a fait entrer en nous. Mais au départ, c'est à l'extérieur. Donc après, je pense qu'on puise dans cet inconscient collectif, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont pas en nous, qui viennent de l'extérieur et qu'on attrape et qu'on capte comme ça. Je pense que ça soit les auteurs ou les peintres ou de toute façon toute forme d'art, il y a une partie qui nous échappe et on a la fierté d'écrire un livre, on a la fierté de peindre un tableau, on a la fierté de créer un morceau de musique, mais finalement, on a pris le stylo, on a écrit ou on a pris le pinceau, on a peint, mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de comment dire, qui sont à l'extérieur de nous et qui viennent à nous, mais on l'a pas choisi. On a été quelque part choisi pour transmettre un message sous cette forme. Moi, c'est ma conviction. Je pense que j'ai cette fierté, mais c'est une fierté mal placée de dire c'est mon livre. Oui, c'est mon livre. Je le vends, j'en fais la promotion, mais il m'appartient pas. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci à toi, hein. Je vois, hein, Séraphine très concentrée qui note, hein, parce qu'on rappelle à la fin de l'émission, Séraphine vient Séraphine viendra justement nous faire le Elle a portrait bugué de là. l'auteur. Non, 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 elle est ça très va. concentrée, je la vois, elle me fait Ouais. arrête, tu me mets la pression, parce qu'on le rappelle, elle rejoint l'émission justement pour faire le portrait, je sais pas, on peut l'appeler comme ça, le portrait chinois, hein, de l'invité. Tout ce que tu auras dit, elle va le décortiquer pour en faire Mhm. le portrait en fin d'émission. Et d'ailleurs, il y a Sandrine qui rajoute un commentaire par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. Donc elle disait réparer me semble justifié, augmenter est un terrain glissant. Et Mhm. elle rajoute justement réparer un membre à cause d'un accident par exemple, mais augmenter un humain juste pour l'aider, oui, mais justement dans le cadre militaire, etc., ça peut devenir une Oui, tout course à fait. malsaine au cyborg. Oui, et justement, dans H+, ben, le passage que Marie a lu, ben, c'est ça, elle dit: «L'amputation ne me fait pas rêver», mais Sibylle dit que, voilà, on est obligé de faire ça pour, passer les tests, dans telle ou telle entreprise. Donc, dans ce monde-là, ils sont prêts à s'amputer des membres sains, justement pour se faire greffer des membres artificiels beaucoup plus performants. Donc on n'est plus dans la réparation. Simplement, la frontière, elle est un petit peu floue et on commence toujours par ça. D'abord, on répare et puis petit à petit, on va glisser vers ces augmentations. Est-ce qu'on peut empêcher? C'est la marche du progrès, c'est comme ça. Je pense pas qu'on puisse empêcher quoi que ce soit. On peut pas revenir en arrière. Hmm. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Je pense pas qu'on va virer dans un monde qui ressemblera à Terminator. Bah, Euh, j'espère bien. le, le, le monde ne sera pas détruit par les machines. Je pense au contraire que c'est aussi de toute façon nos pensées qui créent le monde, nos pensées qui créent la réalité. Et si on est nombreux à penser à un monde, pas un monde merveilleux avec des licornes et des arcs-en-ciel, mais presque un monde de paix, de joie et d'amour, si on est nombreux à y croire, eh bien ça se produira. Maintenant, si on est nombreux à projeter des pensées très noires et se dire que voilà, la science va dériver et va s'emparer de nous et les gens vont perdre leur âme. Oui, peut-être si on est trop nombreux à croire à cette réalité, elle va se matérialiser. Donc, Hmm. attention à nos pensées. Et d'ailleurs, c'est la citation que j'ai mis en exergue au départ dans H+ Transmutation. C'est ça, c'est que nos pensées deviennent des paroles et nos paroles deviennent des actes. Donc, Alors, il je faut. peux la lire si tu veux. Oui, Non. C'est vous êtes l'expression de votre plus profond désir. Tel est oui, votre désir, telle est votre volonté. Telle est votre volonté, tels sont vos actes. Tels sont vos actes, mmh, telle sera votre destinée. oui, Voilà. oui. H+. Oui, Mais oui, en tout c'est cas, quelque chose merci à toi. en quoi je crois profondément et oui, H+ a l'air au départ comme ça un petit livre très girly, une histoire d'amour un peu sexy, un peu rigolote, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et j'ai voulu faire passer ce message qui est beaucoup plus profond sur, sur le pouvoir de nos pensées et l'impact que nos pensées ont sur le monde qu'on se crée et le monde qu'on crée aussi autour de nous.
Eh ben, en tout cas, merci à toi. C'est très intéressant de t'écouter parler justement de tous ces thèmes. Et d'ailleurs, il y a Isa de Mars qui nous dit: Je te souhaite, Célia, de trouver ton nouveau futur thème, puisqu'on le rappelle qu'on peut retrouver effectivement tous tes réseaux, donc on l'a dit tout à l'heure, sur Facebook, Instagram, tu es aussi sur Oui, TikTok, Twitter, LinkedIn, oui, je YouTube. suis partout. Voilà, tu es partout. Mais voilà, vraiment, tout est centralisé si on veut voir aussi tes actualités, tes séances de Mm. dédicaces sur ton site internet www.celiaibanez.fr. Oui, il y a une Voilà. petite rubrique qui s'appelle Mon Actu, hein, où vous avez toutes les informations sur mes dates de dédicace. Là, en février, par exemple, je serai à Montpellier au Gazette Café pour une conférence. Voilà, à chaque fois, tout est bien noté. Donc, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez accéder à ça sur mon site internet. Eh ben, très bien, merci. www.celiaibanez.fr. Voilà. Eh ben, écoute, avant d'avoir la question de notre invité précédent, on va parler de ce livre, Reboot, aux éditions Porte-Joie. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je sais que Sonia va nous en dire aussi quelques mots. Alors, je ne sais pas laquelle des deux veut présenter le livre, Sonia, Célia. Ah, moi, je ne l'ai pas encore fini, hein. Tu l'as pas encore fini. Eh ben, à ce moment-là, je Non. te laisse la parole, Célia. Alors, Reboot raconte aussi l'histoire d'un garçon qui est différent. Comme Vénus était différente parce que Vénus était née pauvre et qu'elle vivait sous terre. Lui, il s'appelle Sniff. Alors, parce que dans ce monde-là, ils ont tous des numéros. Donc, entre amis, ils s'appellent par des surnoms. On l'appelle Sniff parce qu'il est toujours en train de pleurnicher. Et c'est un jeune homme qui a grandi dans un établissement spécialisé qu'on appelle la Fondation Bleue, où sont éduqués tous les enfants comme lui qui présentent cette anomalie génétique. Et l'anomalie génétique en question, c'est qu'en fait, il est né garçon. Et dans ce monde-là, quand on est avec un seul sexe, qu'on est fille ou qu'on est garçon, on est considéré comme un rebut, un déchet, un handicapé, quelqu'un qui n'est pas normal, mais on est toléré par le système. Cependant, on grandit vraiment à part de la société. Et à l'âge de 18 ans, on quitte la Fondation Bleue et on va plus ou moins effectuer les basses besognes. On est tout en bas de la pyramide des castes, en dessous des besogneux qui déjà sont l'équivalent des intouchables en Inde. Donc, on est vraiment très, très mal considéré. Mais là, au début du chapitre 1, grande nouvelle, grande annonce officielle, le gouvernement annonce que l'amnistie qui tolérait la présence des gonos, donc ces individus avec cette anomalie génétique, est abrogée et que dorénavant, les gonos ne font plus partie du royaume. Ils ne sont plus considérés comme des citoyens. Et là, Sniff et ses amis se disent: aïe, 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 ça craint pour nous. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ils vont nous déporter, ils vont probablement nous tuer. Donc, avec ses amis et son petit animal qui s'appelle un Flix, qui est une espèce de petit rongeur qui a des pouvoirs particuliers de télépathie, il va s'évader de la Fondation Bleue, il va traverser la jungle, rencontrer en chemin une petite fille qui va devenir sa compagne tout au long de l'histoire. Elle s'appelle Crevette. Elle est particulière parce qu'elle est à moitié gono et à moitié Herma. Donc, les Hermas sont des citoyens qui représentent la majorité de la population parce qu'eux, ils ont deux sexes. Ce sont les êtres normaux du monde de Reboot. Avec Crevette, il va aller en ville, il va infiltrer la mafia, on va lui donner une fausse identité. Et là, il faut surtout pas qu'il se fasse repérer. Il faut que personne jamais ne découvre sa véritable identité. Est-ce qu'il va réussir à passer entre les mailles du système? Et surtout, est-ce qu'il va découvrir le véritable secret des Hermas? Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, un petit peu comme dans H+, où là, le gouvernement cachait des choses. Jack Atlas était vraiment le méchant président du monde de H+, et il cachait des choses terribles. Et bien ici, dans Reboot, il y a aussi des secrets qui ont attrait aux origines des Hermas. C'est ce que tu dis sur la quatrième de couverture, effectivement. Je ne suis pas comme eux. S'ils me découvrent, ils me tueront. Voilà, ça donne le Voilà. ton, effectivement. Hein. Et puis dès le Sonia. début, tu es dans l'ambiance. Dès le début, tu es dans l'ambiance, hein. Alors moi, je Voilà. conseille de lire Reboot après H+, éventuellement. Alors ça ne se suit pas, mais il y a plein de références qui sont faites à la trilogie H+, parce que Reboot se passe des milliers d'années après H+. L'humanité a encore évolué et on n'est plus du tout dans le transhumanisme. Ils ont développé des capacités de télépathie. Enfin, il y a plein de nouvelles choses, mais pas par des artefacts technologiques. Mais c'est vrai que si on a lu H+, avant, on va quand même trouver plein de références. C'est pas du fan service, mais presque. Ouais, bah, tu as répondu à une question qui s'affichait. Y a-t-il un lien entre les deux œuvres?
Oui, Oui, ça ne se suit pas, mais il y a quand même un lien. Donc, l'idéal, c'est de lire, tu l'as dit, les 3 premiers, H+, et ensuite on finit par, oui, Reboot. oui. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Madi Bertini qui nous dit: «Très intéressant de vous écouter en effet, même si effectivement la science-fiction n'est pas trop ma préférence». Justement, comment réconcilier aujourd'hui les personnes avec la science-fiction? Est-ce que tu aurais un Et c'est pas évident parce que déjà c'est un genre qui est très mal considéré en France. Il n'est pas du tout mis en avant et on travaille beaucoup à ça, avec toute l'équipe des auteurs de science-fiction de la région, on n'est pas très nombreux non plus et même, tous les auteurs, je sais pas, j'ai l'impression que ma caméra est un petit peu floue. Vous me voyez? Oui, voilà, Oui, oui, on te voit pardon. très bien. Oui, la science-fiction, malheureusement, c'est le parent pauvre de la littérature française. Donc c'est un petit peu dommage, mais on fait en sorte d'occuper le terrain pour justement montrer que c'est un genre, qui est passionnant. Souvent les gens associent la science-fiction tout de suite immédiatement au space opéra. Alors oui, le space opéra, c'est de la SF, mais il y a pas que ça. Il y a plein de sous-genres en science-fiction et on peut, par exemple, ne pas aimer le space opéra, dire: «Ah ben moi, les histoires d'extraterrestres, de vaisseaux spatiaux, de courses-poursuites dans l'espace, de lasers et tout ça, aliens, tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas». Mais aimer, par exemple, les dystopies, parce que dans la dystopie, il y a un peu moins ce côté marqué, de bataille, interstellaire. On n'est pas dans du Star Trek du tout là. Vous avez le biopunk, le cyberpunk, le steampunk, il y a plein de sous-genres. Donc je pense que, il faut pas se braquer parce qu'on a lu un roman où on s'est dit: «Ouh là là, c'est compliqué, il y a plein de races, d'aliens, de créatures bizarres, moi c'est pas mon truc». Parce que la science-fiction, ça n'est pas que ça. Et puis aussi, il y a tellement de genres, de façons d'écrire, différentes. Vous pouvez vous ennuyer à lire Dune, en disant: «Mais je comprends pas, Dune, tout le monde parle de Dune, ça a été adapté au cinéma, ça doit être formidable». Mais vous allez le lire et vous allez trouver ça, soporifique et peut-être que vous allez lire, quelque chose d'un petit peu plus, moderne justement, je sais pas moi, la trilogie Darkbane parce que j'en ai beaucoup parlé, ces derniers temps, de Drew Karpyshyn que j'ai adoré, et dire: «Ah bah tiens finalement, ça c'était beaucoup plus digeste parce que je peux m'identifier davantage aux personnages parce qu'ils sont plus humains finalement». Donc il faut tester et moi aussi il m'arrive d'acheter des livres et puis de lire, 2 chapitres et de les refermer et de me dire: «Bon finalement c'était pas mon truc» et puis essayer autre chose. Mais c'est vrai que c'est peu étudié même à l'école, hein, que ça soit, en collège, lycée, on étudie beaucoup les classiques, mais les classiques, la science-fiction malheureusement, oui, sorti de Bradbury, et Asimov, on n'a pas grand-chose, mais il y a c'est tellement riche, il y a tellement de choses à lire que, et puis aujourd'hui, voilà, on a plein d'auteurs, actuels qui essaient de faire, émerger ce genre, donc il faut tenter. Et ben voilà, donc on peut tenter justement de découvrir cet univers de la science-fiction avec ta trilogie As+. Jusqu'où iriez-vous pour réaliser vos rêves? Eh ben, découvrez-le avec le tome 1, on l'a dit, donc Transmutation, c'est bien ça. Mmh. Le tome 2, Transformation. Et le tome 3, Transcendance. Voilà. Et puis bien évidemment, une fois que vous avez lu ces trois-là, n'oubliez pas, comme Sonia, de lire Reboot aux éditions Porte-Joie. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi Célia. Sonia, est-ce que tu veux juste rajouter quelque chose avant la question de notre invité? Non, pas pour l'instant. Je n'ai Eh rien ben qui me vient à écoute, l'esprit. très bien. Voilà. Eh ben tant mieux, bah, très bien. En Moi, tout cas, Jean-Marc. j'ai une question à Sonia. Est-ce que tu as mis la musique avec, parce que Reboot, sa particularité, c'est qu'il y a une bande son et il y a des illustrations, bien sûr, mais il y a aussi une bande son. Est-ce que tu as réussi à écouter la musique soit avant, après ou pendant la lecture? Après, après. D'accord. Je Oui, n'arrive oui. pas à lire dès que j'ai un bruit parasite autour de moi, Oui, je ne peux je pas. comprends. Et du Mmh. coup, je le lis après. Et du coup, oui, je retourne par contre au passage, certains passages, je le relis après avec la musique, mais ma première lecture, je ne peux pas. Oui, je comprends. Alors, l'artiste qui a fait ça, il a fait vraiment un énorme travail. Je voudrais vraiment saluer, tout le temps qu'il a passé pour, construire cet univers musical qui colle vraiment à l'intrigue et ça a été aussi un travail très, très fastidieux et fait par un passionné aussi. Donc, oui, Reboot, c'est aussi le travail de Orion qui est sur, Instagram. Vous pouvez le suivre sur Insta. Effectivement, tu l'as dit, un roman mis en musique par Orion et illustré par Anthony Rubier. Hein, parce qu'on le rappelle, on peut retrouver aussi, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas de belles illustrations à l'intérieur du roman, voilà, qui mettent bien dans Oui. l'ambiance, comme Il est dirait Sonia. magnifique. Voilà, il est Voilà. magnifique comme roman aussi, hein. Mmh. Mm. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la question pour notre invité. Alors, attendez, petit jingle.
Alors, vous le connaissez maintenant, le rituel dans cette émission, c'est que la semaine dernière, nous avons reçu Christine Goguet, qui est venue nous présenter son livre Les grands hommes et Dieu aux éditions du Rocher. Voilà, donc c'était vraiment un live très intéressant, hein, que je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des lives et des émissions précédentes donc sur la chaîne YouTube @Florian Alain. Ce que je te propose, Célia, bah, c'est d'écouter la question, et puis bien évidemment, le but du jeu bah, sera d'y répondre. Ok. Célia, je trouve formidable d'écrire pour la jeunesse, justement. Et comment, pourquoi on écrit pour la jeunesse et comment on arrive à écrire et comment on se projette sur des œuvres de science-fiction comme ça? Parce que ça, moi j'écris des livres d'histoire, hein, donc je m'appuie sur de la matière déjà existante, mais là c'est de la créativité pure, ça sort du cerveau, de l'imaginaire, évidemment du cœur, ça c'est sûr, mais comment on y parvient? Comment ça s'est passé pour vous? Voilà, j'aimerais bien le savoir en tous les cas, et bravo en tous les cas de le faire et de donner aux jeunes, le goût de la lecture parce que c'est très important. Oui, alors, alors c'est une bonne question. La créativité pure, oui, il y a une grande part de créativité, d'imagination qui est complètement débridée dans la science-fiction, mais qui dit science-fiction dit science, donc on s'appuie aussi quand même sur des faits, des choses concrètes relatives à la science. Et j'ai passé un temps infini sur des sites de vulgarisation scientifique comme Futura Science, Science et Vie. Je suis toujours à l'affût sur les réseaux sociaux de vidéos sur des expériences un peu surprenantes pour pouvoir m'inspirer justement, avoir de la matière, parce qu'on peut pas dire n'importe quoi. La science-fiction n'est pas du fantastique et ce n'est pas de la fantaisie. Alors ça veut pas dire que le fantastique ou la fantaisie c'est n'importe quoi, mais c'est pour dire que ça doit vraiment, tout doit se tenir et on peut pas faire intervenir l'élément magique, le fameux, «ta gueule, c'est magique», c'est-à-dire, on peut pas, imaginer une scène et se dire: «Bon, bah, c'est pas grave, le gars, il passe à travers les murs, il s'enfuit comme ça, bon, de toute façon, voilà, il a un pouvoir et puis c'est bon, fin de l'histoire, on n'en parle plus». Il va falloir expliquer pourquoi le gars passe à travers les murs. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ses cellules, qui fait qu'il a cette capacité. Peut-être qu'il a subi une expérience type X-Men dans son enfance. Peut-être qu'il a justement un pouvoir qu'il a hérité, qui est génétique parce qu'il est issu d'une lignée extraterrestre, etc. Donc, en fait, ça doit reposer vraiment sur des choses concrètes. Il doit toujours y avoir une explication logique, une explication rationnelle et c'est toute la difficulté aussi d'écrire de la science-fiction parce qu'on va construire un univers qui au départ n'existe pas en s'appuyant sur bien sûr un univers existant, mais on va l'édulcorer, on va le transformer, on va faire en sorte de vraiment de lâcher les brides et imaginer tout ce qu'on peut imaginer, mais tout doit être euh, tout doit être expliqué en fait. Et c'est ça la grande difficulté de la SF. Et pourquoi écrire pour la jeunesse? Alors, j'écris pour la jeunesse, donc pour les 6-12 ans, donc j'ai écrit de la science-fiction, une saga qui s'appelle Kiss Mystery. Mais H+, s'adresse à la jeunesse, mais pas que. Et c'est vrai que j'ai du mal avec toutes ces étiquettes parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre les livres et les auteurs dans des cases et dire voilà, ça c'est de la jeunesse, ça c'est pas de la jeunesse, ça c'est pour les 6 ans, ça c'est pour les 12, ça c'est pour les 14. Et d'ailleurs, on voit sur les sites des éditeurs qu'il y a beaucoup de collections qui sont déterminées par des tranches d'âge, et ça peut être des tranches d'âge de 3-4 ans, avec 3-4 ans d'écart. Et je trouve ça un peu ridicule parce que oui, on a tendance à vouloir savoir, OK, est-ce que ce livre s'adresse aux enfants ou pas? Mais après, un adolescent peut lire un livre, «d'adulte» entre guillemets, un adulte peut aimer lire de la littérature, soi-disant jeunesse. Donc les frontières, elles sont poreuses. Moi, je me souviens, enfant, j'allais à la bibliothèque, quand ma mère m'amenait à la bibliothèque. Je pouvais aussi bien lire les collections, Souris verte que l'Aventure mystérieuse ou aller piocher dans des livres pour adultes, que parfois je comprenais pas forcément. Mais je m'imprégnais de cette littérature adulte et je sautais parfois des pages et puis il y a des passages qui m'inspiraient, d'autres que je ne comprenais pas et que je laissais de côté.
Donc je trouve qu'aujourd'hui on enferme un petit peu trop le lecteur je trouve ça dommage parce que c'est vrai que souvent on me demande: «Alors H+, est-ce que à partir de quel âge? À partir de quel âge?» Alors oui, c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu chauds entre Vénus et Harry, mais c'est clair que H+ n'est pas destiné aux enfants, mais je pense qu'à partir de 12-13 ans et après il y a pas d'âge, voilà, donc ce concept de littérature jeunesse, quand vraiment on s'adresse à des enfants en bas âge, c'est une chose, mais après à partir de 12 ans, je trouve dommage de catégoriser comme ça et le young adulte, bah, je dis que H+ et Reboot sont du young adulte par rapport au style d'écriture qui est une narration au présent, avec un point de vue interne, un rythme très rapide, c'est construit comme un thriller, donc c'est aussi ce qu'on retrouve dans le young adulte, ce rythme qui est, qui est rapide. Mais quelque part, voilà, ce côté marketing, ça me dérange aussi parce que je suis pour la liberté, que ça soit la liberté d'expression ou la liberté de s'orienter vers tout type de lecture. Et une femme de 50 ans peut lire un roman jeunesse comme un enfant de 12 ans peut lire un roman d'adulte. Bien sûr, après, hein, toute proportion gardée, on ne va pas se tourner vers de la dark romance ou des choses avec beaucoup de Je sang sais, et de voilà, bien je, sûr, je- je- mais voilà. je sais que Séraphine qui nous regarde en coulisses, elle adore lire Choupi, hein. Je, je, je le sais. Mais J'ai en tout oublié cas, de demander quelque chose. Pardon, je te coupe, Flo, parce que mais il n'y j'y a pas de pense d'un souci. coup. Parce que quand j'ai entendu dire que tu faisais des recherches aussi, que tu te bases sur des trucs Mmh. scientifiques, Mmh. j'ai à un moment donné où j'ai quand même été chercher sur Internet, voir si ça existait vraiment. Et je me demande d'où est-ce que tu as pu entendre parler d'un arbre à piment pénis? Ah, mais ça, c'est sur Facebook et je me souviens, vous savez, dans le fil d'actualité, on a parfois des choses un peu curieuses qui défilent et là, c'était en l'occurrence la nature et ce qu'elle peut produire de surprenant et donc tout ce qui est, végétation extravagante à H+ s'inspire énormément de ces sites sur lesquels enfin, c'est pas ça vient pas forcément de Facebook, mais ça a été diffusé sur Facebook et ma curiosité m'a poussée à cliquer et je me suis dit: «Ah tiens, ça peut être intéressant». Et moi, Mais ça existe, ça existe. j'ai fait ma curieuse hein, Oui, pour oui. savoir si ça existait vraiment. Oui, oui, Et ça donc, existe. les arbres. Eh ben non, Et mais comme quoi, j'ai fait une recherche hein, sur le livre. oui, 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 et les arbres avec les écorces arc-en-ciel et il y a plein, Voilà, plein de choses. Bon, les chapinois, ça n'existe pas. Le mélange entre voilà, le chat et le lapin, qui aurait été modifié génétiquement, non, et qui fait jamais caca, non, ça n'existe pas. voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui s'inspirent C'est vrai qu'à de la nature. minuit et demi, je tombe dessus. Direct, Ah j'ai été faire oui. ma recherche, voir si ça existait vraiment. Oh, En c'est tout, Donc, plein de voilà. petits détails croustillants dans H+. Même la ah, ben oui. végétation, elle est un petit peu coquine aussi parfois. En tout cas, sans transition aucune, avant de recevoir Séraphine, vous parliez de ça, il n'y a pas de souci, mais on rappelle hein, qu'effectivement, il y a eu la question de l'invité de Christine Goguet, mais c'est à ton tour maintenant, chère Célia, de poser une question pour notre prochain invité, qui, on le rappelle, sera Bénédicte Drousset, pour son livre, donc Bénédicte, hein, qui en fait justement de l'écriture, elle en fait une affaire de famille, et elle vient de nous présenter donc son livre Promets-moi, Émile, aux éditions La Trace, donc qui est un roman poignant qui retrace avec intensité le vécu de ces anonymes emportés dans la tumulte de l'histoire, que ce soit par choix ou par fatalité. Donc on le rappelle, ce sera mercredi prochain. Célia, quelle serait ta question pour Bénédicte Drousset? Alors moi, ma question, ça serait, est-ce que finalement une histoire d'amour doit forcément finir mal pour être une vraie histoire d'amour? Oh, eh ben, comme on dit chez nous, elle a 2 heures. Et oui, Voilà. parce que finalement les plus belles histoires d'amour qu'on retient, que ça soit dans le cinéma ou dans la littérature, souvent ce sont des histoires tragiques et c'est ça qui nous marque le plus. Alors on aime bien les happy end, hein, et les histoires type Outlander, toutes mignonnes où, Claire et Jamie sont toujours amoureux et heureux du début à la fin, mais bon, la plupart des romans qui nous ont marqués, souvent, c'est que ça finit mal et donc est-ce qu'il faut forcément que ça finisse mal pour que ça soit une histoire forte? Eh ben écoute, on a, là, je suis impatient, pardon, excusez-moi, donc d'avoir sa réponse. Donc effectivement, voilà, comme nous dit Isa de Mars, toutes les histoires d'amour sont belles, mais ne finissent pas forcément bien. Ah C'est ce oui, que tu dis. c'est ça, Voilà. c'est ça.
Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain avec Bénédicte Rousset aux éditions La Trace pour avoir la réponse. On rappelle, chère Célia, que tu étais avec nous ce soir pour nous parler de cette trilogie H+, aux éditions Greenlight. Transmutation, le tome 1, Transformation, le tome 2, et enfin Transcendance, le tome 3, et qu'ensuite, effectivement, un autre univers, mais qui fait un petit peu référence à cette trilogie, il y a aussi le roman Reboot aux éditions Porte-Joie. Donc encore une fois, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant de recevoir Séraphine. Non, j'ai pas d'autres questions. Eh ben écoute, bah, à ce moment-là, c'est très bien. Eh ben écoute, je te propose d'accueillir Séraphine qui est en coulisses. Allez Séraphine, tu peux rentrer. Bonsoir Séraphine. Rebonsoir. Bonsoir Rebonsoir. Séraphine. Alors, avant toute chose, avant de t'écouter, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette heure de live, toi qui as écouté Célia avec attention? Alors, plus qu'avec attention, parce que j'avais déjà été assez fascinée par ton univers, j'ai été regarder un petit peu et c'est vrai que déjà j'étais impressionnée par tout ce que tu fais, tout ce que tu sais faire. Et là, j'ai découvert ta rassurance que j'avais eue de quelqu'un de passionné, de curieux, d'ouvert, mais en même temps posé et avec une façon très, très, très fluide et très, très jolie de parler des choses. Voilà, tu es curieuse sans en faire des tonnes et en étant capable de synthétiser ce que tu as à dire. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ça m'a fait venir quelques petites questions sous forme de questions et donc de portraits chinois, à voir si j'ai bien compris. Eh ben Ok. écoute, on va lancer le jingle et on va t'écouter. Juste Séraphine, si tu me le permets, le temps que tu mettes le chat derrière toi, on rappelle que tu es Oui, avec nous ce soir, donc c'est ta première ce soir, donc un petit peu d'indulgence quand même pour notre chère Séraphine, oui, qui s'il vous je sais plaît. est stressée. Voilà. En tout cas, voilà, donc tu es avec nous, donc pour faire, tu l'as dit, le portrait chinois, bon, on peut appeler que ça comme ça, hein, donc de l'auteur, tu les Oui, écoutes oui, oui. attentivement. Voilà. Eh ben écoute, nous t'écoutons. Déjà, moi, ce qui bon, ça, on en a déjà parlé rapidement toutes les deux, mais c'est vrai que dans toutes tes passions, dans toutes les choses qui t'intéressent, puisque tu touches, on en a peu parlé, mais tu écris, tu enseignes, tu fais de la musique aussi puisque tu chantes bien avec des textes qui ont un sens. Tu as beaucoup voyagé, enfin tu t'intéresses vraiment à énormément de choses et principalement à la symbolique des choses. Et du coup, je voulais savoir quel symbole et qu'est-ce que tu mets, quel sens a pour toi, le nom de ton personnage, Vénus? Oui, oui, c'est vrai que les symboles sont très importants. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec les couvertures, hein, de H+, qui représentent, des insectes et avec toute la dimension symbolique qu'il y a derrière. Et Vénus, c'est vrai qu'elle est présente aussi bien dans H+ que dans Reboot parce que finalement, et je m'en rends compte aussi, on a le symbole de Vénus, hein, sur le titre de Reboot. Alors Vénus, c'est un personnage, hein, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est dans la mythologie grecque, c'est la déesse de l'amour, de la beauté, enfin mythologie romaine pardon, c'est Aphrodite chez les Grecs aussi, c'est un personnage plein de grâce. Et puis c'est pas aussi qu'un personnage, c'est aussi une planète, bien sûr. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette planète Vénus, elle a attiré mon attention. Ça fait longtemps que je m'intéresse un peu à tout ce qui est astronomie et astrologie, de loin, bien sûr, parce que je précise, je n'ai pas une formation scientifique, hein. Moi, je suis juste une rêveuse, une littéraire, mais j'aime bien regarder de temps en temps vers le ciel. Et Vénus, c'est une planète qui tourne différemment des autres planètes. En fait, sa rotation, elle est rétrograde et donc elle tourne à l'envers, hein, par rapport aux autres planètes. Donc sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Donc tout est inversé. Et puis aussi, il y a aussi Uranus, bien sûr, hein, mais Uranus, elle est plus loin, donc on la met de côté, on n'en parle pas. Mais c'est aussi une planète qui est beaucoup plus lente que les autres. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces positions successives dans le ciel, à chaque
périodes, enfin, on appelle ça des périodes synodiques, donc c'est quand elle revient à chaque fois à la même place. Ça va décrire un pentagramme autour du Soleil sur un cycle de 8 ans. Donc 8 avec tout ce qu'on sait sur le nombre 8, sur la symbolique du 8, avec sur la régénération, la transformation. Donc transformation, le tome 2 de H+, et l'idée de pénétration de l'esprit dans la matière. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en résumé, Vénus, c'est une déesse, mais c'est aussi cette fameuse planète qui fait pas comme elle devrait faire et qui a beaucoup questionné les scientifiques qui n'avaient pas jusqu'à maintenant, a priori, d'explication sur son fonctionnement. Donc, elle est quelque part imprévisible pour moi, et comme ce personnage de Vénus qui fait toujours des choix auxquels on ne s'attend pas. Donc voilà, il y a ce côté féminin sacré et ce côté un peu foufou, libre du personnage de Vénus qui n'en fait qu'à sa tête et qui va toujours prendre les mauvaises décisions, qui va toujours aller dans le mur et qui va aller à l'envers du bon sens en fait. D'accord, très bien. Et donc du coup, est-ce que par toutes ces explications, par toute cette symbolique-là, est-ce qu'on peut considérer que si tu devais être une planète, tu serais Vénus? Je ne sais pas si je serais Vénus. Par mon thème astral, oui, je suis très marquée par Vénus, hein. Bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, je suis Taureau ascendant Balance, donc ce sont les 2 signes dont la planète maîtresse est Vénus. Et puis j'ai aussi Vénus qui est exaltée dans la planète des Poissons, dans mon signe, dans mon thème. Donc Vénus est très forte, mais je suis aussi marquée beaucoup par Pluton. Donc c'est le côté un peu destructeur aussi, c'est peut-être mon côté rock'n'roll, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me ressemblent dans ce personnage, bien sûr. De toute façon, tous les personnages qu'on écrit, dans nos histoires, je pense que les auteurs seront d'accord avec moi pour dire qu'ils représentent aussi une partie de notre psyché, une partie de notre âme, et il y a beaucoup de choses, chez Vénus, qui comment dire? C'est quelqu'un qui me ressemble, mais c'est un peu ma jumelle maléfique, on va dire. Elle fait des choses, que je n'aurais pas faites ou que je n'aurais pas osé faire, ou alors que j'ai faites et que j'ai regretté. Donc c'est vrai qu'on a ce rapport avec les personnages qui sont d'un côté inventés, imaginés, un peu farfelus, mais il y a toujours cette part de qui est rattachée à ce qu'on est profondément, à notre essence profonde. Et je pense que les lecteurs qui sont attachés à lire vraiment toute l'œuvre d'un auteur peuvent quand même rassembler les morceaux du puzzle et plus ou moins à lire en nous, hein, parce qu'on se met à nu en fait quand on écrit un livre. On donne aussi les clés au lecteur pour nous comprendre et comprendre notre psychologie et notre façon notre sensibilité, notre façon de voir la vie. Bien sûr. Donc tu ne serais pas Vénus. Mais par contre, Non. tu es marquée et tu as mis beaucoup de toi dans ton personnage quand même. Oui, oui, oui. Tu as dit principalement, dans les premières choses que tu as dites ce soir, c'est que Vénus est une rêveuse. Vénus Et est donc une rêveuse, oui. oui. Et du Mais coup, c'est j'aurais une aimé savoir égoïste, elle est très, très égoïste aussi, hein. C'est un personnage qui me qui hérisse aussi par son égoïsme, et c'est aussi peut-être l'égoïsme dont j'ai pu faire preuve aussi pendant ma jeunesse. Donc oui, c'est vrai que c'est une bonne question de me demander est-ce que finalement je suis plutôt Vénus ou pas? Et j'ai pas la rép j'ai vrai je réfléchis et j'ai du pas la coup, voilà, réponse. quelle planète serais-tu? Et la rêveuse, donc la rêveuse qu'est ton personnage, Oui. moi j'aurais aimé savoir du coup quelle rêveuse était, la petite Célia? De quoi elle rêvait et quelles étaient ses attentes? Tu vas me faire pleurer là, hein. La petite Célia, elle rêvait d'écrire, donc elle rêvait de publier des livres. Moi, à Noël, je demandais une machine à écrire, dès que j'ai pu demander une machine à écrire, je demandais une machine à écrire, je voulais des livres, je lisais énormément. J'ai passé ma jeunesse, enfermée dans ma chambre à lire. D'ailleurs, mes parents me disaient toujours: «Et tu sors jamais? Pourquoi tu vas pas dans le jardin? Sors un peu!» J'étais dans un monde imaginaire qui me protégeait, dans lequel j'étais bien, où personne pouvait me faire du mal. Et je pense que je n'ai pas trahi cette petite fille que j'ai été parce que, j'avais ce rêve d'écrire des livres et je l'ai fait.
j'avais ce rêve d'aller à la rencontre des lecteurs et je l'ai fait. J'ai récidivé plusieurs fois, donc j'ai le rêve de toucher davantage de monde par ces textes, non pas non pas pour flatter mon ego et qu'on dise oh là là, cette personne elle est formidable, oh là là, qu'est-ce qu'elle écrit bien. C'est pas mon but. En fait, mon but, c'est de toucher les cœurs et de partager mon monde avec ma communauté, peut-être ma famille d'âme, des gens qui sont capables d'entendre, d'écouter et de lire à travers les lignes et de voir ce message que j'ai essayé de laisser dans mon travail, qui est un message d'amour en fait. C'est vraiment un message d'amour parce que ça soit dans H+, dans Reboot ou même dans Le 5e monde, les fins à chaque fois, hem, je suis très attachée à notre humanité, notre part d'humanité qui malheureusement a tendance à être gommée de plus en plus par la société actuelle qui détruit nos rêves et qui détruit l'enfant intérieur qu'on a et qui est plein de rêves et d'ambitions. Et justement, c'est de laisser ce message d'espoir au lecteur, de dire on peut y arriver, c'est possible. On peut tout faire en fait. On est créateur de nos vies et on est les acteurs de cette vie qu'on croit qu'elle se termine parce qu'il y a la mort et qu'il n'y a plus rien derrière, ou qu'au contraire, on pense qu'il y a une transcendance et que on se réincarne, ou peut-être qu'il y a un autre monde derrière, peu importe. En tous les cas, dans cette vie-là, qu'elle s'achève sur rien ou qu'elle continue après sous une autre forme, on peut tout faire. Et c'est incroyable le pouvoir que notre esprit peut avoir sur la matière. Voilà. Et c'est le message que j'ai voulu transmettre dans mon travail. Donc si tu étais un conte pour enfants, est-ce que tu serais Alice? Ah! Alors, non, je ne serai pas Alice. Alors, je ne serai pas Alice, même si Alice, c'est vrai, c'est l'anagramme de Célia et je l'ai utilisé aussi pour mes clips, bien sûr. Oui. C'est un conte extraordinaire. D'abord parce que Lewis Carroll était un pédophile notoire, que Alice, ah oui, oui. Ensuite parce que Alice, c'est un personnage qui a été créé, qui est complètement, déjanté, et tout l'univers d'Alice au pays des merveilles est le fruit d'une prise massive de LSD, donc on va mettre ça de côté. Je suis pas trop dans les contes Alice. Oui, oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a une symbolique hallucinante derrière Alice au pays des merveilles. C'est un sujet que j'ai beaucoup approfondi dans l'étude du tout ce qui est mind control et les techniques d'hypnose, etc. Oui. Donc non, Mmh. pas Alice. Qu'est-ce que je pourrais être? Mmh. Dans un personnage de conte, moi j'aime beaucoup la petite sirène, même si dans le conte initial, la pauvre, ça finit très mal pour elle Oui. puisqu'elle elle redevient écume, et je me Mmh. souviens d'avoir pleuré enfant à la lecture de ce conte. Mais l'autre, celui qui finit bien, voilà. Parce Voilà, que j'aime d'accord, beaucoup celui de l'eau. Walt Disney. Oui, non, c'est parce que la petite sirène, c'est un personnage qui aime l'eau, qui est dans l'eau. Donc moi, c'est Mmh. l'eau, c'est ma vie, la mer, l'océan, la nature, Mmh. le côté aquatique. Donc allez, on va dire la petite sirène. Allez. Et tu disais aussi que la petite Célia, du coup, était enfermée dans sa chambre et lisait beaucoup dans sa chambre et on lui demandait de sortir un peu et finalement tu es sortie, tu as beaucoup voyagé, tu as vécu à l'étranger, et du coup, où est-ce que tu la poses ta valise? Parce qu'en fait, que tu sois ailleurs ou en France ou ailleurs, tu t'intéresses à énormément de choses, tu es ouverte à beaucoup de choses, donc tu es ouverte à peu près à tous les univers et tous les horizons t'intéressent et d'où est-ce que ça t'est venu ça? Alors j'adore me pencher sur toutes les cultures du monde. J'aime d'abord, j'ai toujours eu un intérêt pour, tout ce qui est la mythologie, toutes les religions, et les peuples. J'ai une curiosité pour la différence, tout ce qui n'est pas comme nous, tout ce qui est bizarre ou qui est vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc je m'intéresse aussi bien, à tout ce qui est culture, amérindienne, asiatique, culture africaine. J'adore ça parce que, justement, je pense que, on a plein de choses à apprendre, et puis on se rend compte aussi que tous ces récits, mythologiques partout dans le monde, ben, ils ont beau être différents, il y a quand même des points communs, il y a des dénominateurs communs. Donc il y a une intertextualité, et qu'on soit, au fin fond de la Chine ou, en Amazonie, dans tous les récits, qu'on peut trouver, il y a
il y a des points communs et c'est sur ces points communs qu'on peut travailler pour essayer de comprendre aussi, qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre et quelles sont les origines de l'humanité. Donc il y a ça d'un côté qui m'intéresse. Moi, j'aime beaucoup voyager justement pour, satisfaire cette curiosité parce que quand on aime les voyages, on aime lire, mais on aime aussi bouger. Bon, je sais, c'est pas très écologique, mais bon, tant pis, hein, parfois on est obligé de prendre l'avion. Si et donc j'ai habité un peu à Tahiti. C'est vrai que j'ai fait, là, j'ai fini mes études, j'ai fait une formation notamment, dans le New Jersey. J'ai travaillé, je suis allée un petit peu au Luxembourg. J'ai habité, dans plein d'endroits comme ça, et c'est une bonne question, me dire, où est-ce que je pose mes valises? En fait, j'ai voulu longtemps poser mes valises et je me suis dit: «J'aimerais bien avoir un chez moi où je bouge plus» et j'ai longtemps habité au milieu des cartons. J'habite encore au milieu des cartons, en fait. Et j'ai accepté, en fait, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise, je me suis dit: «En fait, je crois que mon chemin de vie, c'est ça». Je suis peut-être pas, sédentaire, peut-être que je suis nomade et peut-être que, le chemin, il est dans le mouvement et que, C'est ce que je voilà, me pour suis dit l'instant aussi, ouais. oui. C'est ce que je me suis dit aussi et du coup, la question était si tu étais un pays, lequel serais-tu? Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il serait ni sur pas forcément sur cette planète et encore moins à notre époque. Ah, je sais pas. Alors oui, c'est peut-être probablement sur une autre planète, probablement une autre époque, mais si je devais choisir un endroit sur terre, Oui, ça serait la Polynésie. D'ailleurs, je crois que derrière il y a mon tableau là qui me c'est rappelle mon Tahiti, voyage, ouais. l'époque où je vivais à Moorea. J'ai beaucoup aimé la Polynésie et on retrouve les couleurs de la Polynésie aussi dans mon travail, dans H+, dans Reboot. C'est une terre, qui est magnifique, hein, aussi bien côté mer que côté montagne, avec, une végétation luxuriante, des fleurs, vraiment on en prend plein les yeux et puis un peuple, profondément bienveillant, gentil. J'ai beaucoup aimé les Tahitiens, les Marquises aussi. J'ai voyagé jusqu'aux îles Marquises et j'aime ce côté sauvage, nature. En fait, je passe beaucoup de temps au festival, et dans des environnements un peu citadins, alors que j'ai au fond de moi, l'âme, d'une Manon des sources. Donc voilà, j'aime vraiment la nature et sous toutes ses formes. Bah, merci. Merci vraiment pour la personne que tu es. Merci parce que C'est voilà, gentil. de ton sourire, ton ouverture, de ton espièglerie, de ce petit quelque chose. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour tes questions qui sont je pense que tu fais mouche parce que tu as bien ciblé, sur des choses qui m'ont touchée là, ça m'a Merci émue. beaucoup. Un Eh plaisir. ben, merci à toi, Séraphine. Merci à toi, Célia, pour tes réponses. Merci Alain. Florian, Florian, pardon, Florian, pardon, il n'y a pas de excuse-moi. souci, pas de souci, t'inquiète pas. Donc, on rappelle que tu étais avec nous ce soir donc, pour nous présenter la trilogie As+, tome 1, Transmutation, Mmh mh. tome 2, Transformation, tome 3, La Transcendance. J'ai envie de te dire, heureusement, il y en a 3 pour l'instant, parce que si à chaque fois je Mmh. devais les. Tu nous as aussi présenté Reboot aux éditions Porte-Joie, dont on a eu effectivement la chance d'avoir tout à l'heure pour H+, la chronique de Sonia qui est avec nous et l'extrait de Marie qui est aussi avec nous. Vous voyez, on commence maintenant entre l'encre et les mots à avoir du monde dans cette émission. Voilà. En tout cas, merci encore à tous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Célia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les personnes qui nous regardent ce soir ou pour les membres de l'équipe qui t'entourent? Oui, je voudrais souhaiter vraiment une très belle année à toutes les personnes qui nous regardent, ou qui vont regarder peut-être ce live après, hein, sur la rediffusion. Croyez en vos rêves, allez-y, foncez, et puis, je pense que, de toute façon dans la vie, quand on veut quelque chose, quand on a vraiment en soi, quelque chose qui nous fait vibrer, il faut écouter cette petite voix au fond de nous et surtout, il faut, mettre tout en œuvre pour réaliser ses rêves. Comme Vénus dans H+, parce que rester assis sur une chaise et attendre que les choses se passent, oui, c'est vrai que la loi de l'attraction peut fonctionner un petit peu, mais il faut quand même aller chercher les choses. Donc bougez-vous. Voilà, ça serait mon message pour les pour les gens qui nous regardent et puis pour vous tous, ici connectés, donc Marie, Séraphine, Sonia et Florian, je vous remercie beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble, c'était très agréable.
Eh ben, Merci merci à à toi. En vous. tout cas, on a vu le bandeau circuler tout à l'heure. On peut te retrouver sur Facebook et Instagram, mais aussi sur ton site internet www.celiaibanez.fr. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient présents ce soir, hein. Je vois que Vémarois était là, Isa de Mars, merci beaucoup. Laurent, Jean-Marc, enfin, vraiment, il y a beaucoup de personnes ce soir. En tout cas, je remercie encore une fois Célia. Je vous rappelle qu'on se donne donc rendez-vous dès mercredi prochain avec Bénédicte Rousset pour son livre Promets-moi Émile aux éditions de La Trace. En attendant, comme on le dit dans cette émission, prenez bien soin de vous, lisez des livres, voilà, prenez du plaisir, allez rencontrer les auteurs sur des salons, allez les rencontrer. Je sais qu'en plus, Célia, elle adore aussi rencontrer ses lecteurs sur les salons, donc allez-y, faites-le. Et en tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao, ciao! Bon week-end. Au revoir.